Alors, nous allons accueillir les prochains panélistes. Un responsable Standard Chartered qui sera suivi de M. Alain Lomi de Mauritius Commercial Bank, Aliou Maïga, directeur Afrique des institutions financières au sein de l'IFC. De moi recevoir M. Mark Price. M. Mark Elliott, plutôt, directeur de la zone Afrique subsaharienne de Mastercard. Et ensuite, M. Temi Popola, CEO de Nigerian Exchange Limited. Bien. Nous y sommes. Est-ce que vous avez un micro? Laissez-moi vous aider, s'il vous plaît. It's not working. It's not working. So let's start because as you... Nous allons commencer, comme je l'ai dit tantôt, l'année dernière, nous avons vu beaucoup de success stories dans le domaine et il y a une plateforme d'interconnexion et il y a des initiatives. Cela va permettre d'accroître la libre circulation des capitaux entre les différents pays africains et également atteindre des pays tiers, éviter des pays tiers comme le professeur Nama l'a dit et promouvoir l'intégration économique. Alors, comment les pays peuvent saisir l'opportunité de l'existence de ces plateformes pour les questions des devises, contrôle des frontières et ainsi de suite. Ma première question va s'adresser à M. Temi. Voilà. Je sais que vous pouvez vous présenter. Je voudrais parler des questions de marché des capitaux. Dans quelle mesure, s'il vous plaît, cette interconnexion est une réussite? Quelles sont les difficultés qui peuvent être résolues et également comment la plateforme peut aider à tirer parti de ces difficultés? Est-ce que vous pouvez quantifier les avantages dans la possibilité et l'idée d'avoir un système qui fonctionne au bénéfice du marché des capitaux? Merci infiniment à vous, Rama. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Je pense que la manière la plus facile de penser à cela, il s'agit de suivre les échanges qui ont eu lieu récemment. Lorsque vous pensez au marché des capitaux, qu'est-ce qui est au niveau local, au niveau des différents pays également, à l'échelle continentale? Il faut penser aux différents défis auxquels ces marchés sont confrontés. L'un de ces défis, bien sûr, c'est une image macro. La plupart des pays africains n'ont pas assez d'épargne. Très difficile d'en avoir. Alors, sans cela, il sera difficile d'avoir des marchés de capitaux. Et également, il y a un manque d'alphabétisation financière. Et également, il y a la question suivante. Lorsque vous arrivez à résoudre ces problèmes, malgré ces problèmes, comment vous pouvez essayer de résoudre la question de la croissance des marchés de capitaux? Alors, cela va vous permettre d'avoir un contrôle sur tout ce qui est lié avec les opérations. Il y a des difficultés. D'abord, la technologie, de façon vraiment franche, il s'agit de voir comment est-ce que les marchés de capitaux peuvent être mis à l'échelle.
Comment faire en sorte que tous les investisseurs soient connectés? Il y a également la question de la devise. Lorsque je prends le Nigeria, c'est un exemple assez palpable. Il y a des données assez probantes. Par exemple, en 2021, les données disponibles datent de cette année. Et la plupart des capitaux, je vous envoie de l'argent, vous envoyez à quelqu'un d'autre. Et le flux financier au niveau, dans la devise locale, ce chiffre environ 100 milliards de dollars. Et qu'est-ce qui, en fait, quelle est la valeur sur le marché des capitaux? Donc les défis ne sont pas au niveau des devises nationales. Il s'agit de la circulation de ces devises. Donc, lorsque nous revenons sur la question débattue relativement au PAPS et également à la ZLECAf, il s'agit de connecter les différents échanges. Et cette connexion est au cœur des différents défis. D'abord, il s'agit de la technologie pure. Comment nous pourrons tisser des liens, la connexion manuelle de ces échanges également à travers la technologie. Nous pensons que la question technologie a été résolue avec l'association des échanges lorsque il y a des connexions qui sont établies entre pays. Et si vous pouvez envoyer, faire des transactions d'un pays à un autre. L'autre point, c'est qu'il y a une prolifération d'offres de services technologiques. Vous pouvez utiliser des applications. Et cela vous permet d'avoir accès aux différents échanges au niveau national. Et cela a été résolu. Alors, le deuxième défi majeur, c'est que même si les échanges sont palpables, en fait, si je prends la bourse, la place boursière de Nairobi et autres, voilà où le PAPS peut intervenir. Comment nous pouvons résorber ces difficultés? Le niveau de flux au niveau national, au niveau des pays et également au niveau continental, comment résoudre ces difficultés? Lorsqu'il s'agit des compétences technologiques, comment ces différentes technologies peuvent interagir. Par exemple, le Ghana, il y a l'entreprise MTN qui a proposé une technologie. Avec cette intégration, maintenant, nous pouvons commencer ce processus au niveau national et ensuite nous pourrons passer à la mise à l'échelle. Je ne voulais pas trop aller dans les détails. Merci de nous entretenir sur la réussite de ce genre de technologie. Maintenant, Monsieur Alain Lomin, le CEO de Mauritius Commercial Bank, la banque commerciale de l'île Maurice. En fait, au niveau de cette plateforme, comment cette banque peut aider à tirer parti? Merci infiniment à vous. Rama, bonsoir à tous. J'ai joint ma voix à mon prédécesseur. Les opportunités sont énormes et elles existent. Avec cette entité d'échange que nous connaissons, qui sont interconnectés à travers les différents pays. Lorsque vous prenez 90% de la capitalisation du marché en Afrique, cela est énorme. C'est une masse assez critique d'entreprises, de clients qui sont présents. Dans le cas de ces échanges, vous savez, l'île Maurice est un tout petit pays et nous essayons d'être une sorte de laboratoire d'essai parce que, vous savez, les bonnes choses se réalisent dans les petits endroits et, avant de passer à la mise à l'échelle. L'île Maurice, avec l'IFC, en fait, nous essayons d'attirer une partie essentielle des capitaux en Afrique. En fait, 10% des IFD, les institutions de financement pour le développement, passent par l'île Maurice afin d'atteindre le continent africain à travers certains pays spécifiques. Essentiellement,
Ces structures sont des fonds d'investissement privés qui s'installent en île Maurice et je crois fermement que avec ces fonds, ils essaient de s'implanter sur le continent. Aujourd'hui, il est possible d'échanger avec ces différentes structures. Nous pensons éventuellement qu'ils essaient de quitter l'investissement et également à travers des bourses. Et l'opportunité existe. Et il faut utiliser le cadre de l'ILP afin de pouvoir pénétrer ces possibilités de financement. Et nous sommes en attente parce que, comme les deux premiers orateurs l'ont dit, c'est un voyage que nous avons amorcé. Lorsque nous voyons la bonne progression du continent, c'est l'un des continents où les biens progressent comme il se doit. Et c'est une opportunité pour nous afin de rejoindre les bourses avec la culture financière. Cela va permettre d'assurer une bonne circulation des fonds à l'endroit des différentes entreprises et également au sein du continent, sur toutes les entreprises qui sont cotées. Merci. Comment la bourse de l'île Maurice a-t-il parti de ces situations et également les avantages pour le pays et le continent. Maintenant, avec le manque de dollars qui est assez criard en Afrique, comment la zone de libre-échange non dollarisée peut être une possibilité, une réalité. Est-ce que c'est possible selon vous? Merci, Rama. Bonjour à tous, encore une fois. Je voudrais joindre ma voix à ce que le professeur a dit. En fait, au niveau mondial, les zones de libre-échange ont été multipliées au cours des dernières années. Et cela, en raison de beaucoup de facteurs, l'Afrique est quelque part en marge. En partie, cela peut s'expliquer par ce qui a été débattu hier dans une section, le manque de dollars en Afrique, et également les questions liées aux infrastructures, les routes et autres. Et nous pensons que ce sont des difficultés auxquelles le continent est confronté au cours de ces dernières années. Le manque de dollars, je pense que cela secoue un peu les zones de libre-échange et cela pose problème avec le PAPS qui essaie de résoudre ces difficultés dans une certaine mesure afin de permettre au marché des capitaux de pouvoir prospérer également, permettre le libre-échange à l'échelle continentale. Le professeur a parlé du coût et également les défis liés à l'achat des devises. Ce sont des faits, ils sont établis et ce que le PAPS fait, il s'agit d'améliorer la situation. La dépendance du dollar est une réalité et en fait, avec le manque de devises en dollars, pose également problème. Son Excellence a parlé des trois douaniers, également le contrôle des frontières, mais c'est pourquoi ces mesures sont en train d'être prises. Les technologies interviennent au niveau mondial
Et également, il y a les questions d'accès numérique. Nous pensons que nous sommes dans la bonne direction et plus l'Afrique fera en sorte d'utiliser moins de dollars. Et également les capacités technologiques pour encourager la circulation des capitaux et également permettre le libre mouvement des capitaux. Et mieux, il sera pour le continent et les pays en particulier. Merci à vous, Monsieur Mark Price. Et votre vision sur le potentiel de cette plateforme. Merci encore une fois à vous, Rama, parce que, en fait, la question du PAPS, en fait, la question des devises locales est une réalité. Nous devrons également évaluer les coûts réels avec les différents clients. En fait, il faut voir les différents services de remise et les coûts supportés par les différents clients. Cela peut s'élever jusqu'à 12% dans certains cas. Et il faut résorber ces problèmes. Nous voyons que la question liée au SWIFT, il ne s'agit pas des banques correspondantes, mais en fait, souvent, il y a des acquisitions de nouvelles banques et autres, et également avec les questions de conciliation et autres, le temps que cela met pour effectuer des transactions et autres. Et nous pensons que nous devons élaborer des solutions pour les questions de transfert, la solution des remises. Nous voyons que le marché est promoteur en Afrique. Il existe une plateforme où vous pouvez tirer parti. Et grâce au PAPS, le PAPS va servir de véhicule de transmission et les mécanismes peuvent être proposés. Et nous pensons que nous parlons des consommateurs, mais en fait, il faut également penser à la question de croissance avec les PME. Lorsque vous prenez le Nigeria avec 43 millions de PME et le nombre qu'il faut afin de combler le gap au niveau numérique, et ce sont des opportunités pour les questions de remise, et il faut mettre à disposition les plateformes afin de permettre des paiements. Et également, parlant d'innovation, il y a ces différents types de segments d'opportunités, mais il faut d'autres plateformes. Et avec Mastercard, nous proposons quelque chose de différent dans le secteur agricole. Nous avons proposé un outil pour les exploitants agricoles qui ont désormais une identité fonctionnelle qui existe dans la plateforme, et cela permet d'éviter les intermédiaires, vendre directement les produits aux acheteurs. Et cela est une opportunité pour la communauté des producteurs. Il s'agit de proposer des offres de crédit et en fait, nous ne sommes pas au niveau escompté, mais en fait, il faut permettre les prêts. L'opportunité existe, beaucoup de plateformes sur le terrain, mais je pense que nous devons travailler, œuvrer ensemble pour améliorer l'existant. Oui, travailler ensemble pour améliorer l'existant. Voilà ce qu'il faut faire. Et peut-être que je vais donner la parole à M. Maïga. Comment, M. Ali Maïga, comment faire en sorte que les choses puissent devenir réalité? Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. Et le mot, il faut le réaliser, il faut rendre cela possible. J'adore ce vocable parce qu'en fait, l'Afrique a besoin de personnes qui pensent grand, qui peuvent réaliser les choses. Penser grand, rêver grand est une réalité, mais réaliser la chose, c'est là où le défi réside.
Et je voudrais remercier tous les partenaires qui œuvrent de façon ardue pour la mise en œuvre du PAPS. Et je pense que nous devrons avancer. Revenons aux défis actuels. Nous devons peut-être prendre du recul. La crise, la rareté du dollar est due à la structure des économies en Afrique. Nous ne produisons pas suffisamment, mais nous importons beaucoup de produits. Et il faut inverser la tendance. Lorsque les Américains et les Européens discutent des questions d'accords d'accords commerciaux, il ne s'agit pas de la commercialisation des produits, mais de la production. Il faut inverser les choses de façon concrète. Chaque fois qu'il y a des chocs au niveau mondial, il y a une pénurie de dollars. Comme je l'ai dit tantôt, et à l'IFC, lorsque la première crise a commencé, nous avons essayé de mettre en place des plateformes. Il y en existe. Global Trade Finance Platform, cela a été élaboré afin de prendre en compte les besoins en termes de rareté des devises pour les banques africaines et également des plateformes qui visaient à injecter de la liquidité dans les marchés émergents et dans les pays africains. Et nous avons pompé des milliards de dollars par an. Et avec l'Afrique, il y a eu 3 milliards déjà. Et nous voulons augmenter ces offres. De façon générale, je puis dire que quelles que soient les initiatives, telles que ce soit les PAPS et autres, nous pouvons accélérer les choses et apporter des biens et services qui appuient les transactions au niveau de l'économie à travers les frontières et même à l'étranger. En fin de compte, il s'agit de réduire la dépendance vis-à-vis du dollar, mais en fait, il faut comprendre que, en fait, c'est pas facile. Donc, il faut trouver l'équilibre. On ne peut pas s'en libérer totalement, mais ensuite, il faut créer notre autonomie au sein de l'Afrique entre les différents pays qui utilisent leurs propres devises, sans toujours dépendre de l'Amérique ou de l'Europe. Merci. Nous allons maintenant passer au financement numérique dans les infrastructures. Il faut des systèmes de réglementation. Il existe des systèmes de paiement électronique, mobile money en Afrique et autres. Et on parle d'infrastructures digitales et autres. En fait, cela existe au niveau commercial, mais comment, encore une fois, comment pouvons-nous passer à l'échelle pour permettre à beaucoup d'entreprises commerciales de pouvoir tirer parti de ces infrastructures? Je voudrais que nous fassions la différence. En fait, les banques fonctionnent 24 heures sur 24. Alors donc, nous utilisons certains de ces systèmes dont nous avons parlé au niveau des banques correspondantes. Elles ne travaillent pas 24 heures sur 7. Donc, l'une des principales choses qu'il faudra changer en parlant de l'élaboration de parcours, c'est des systèmes qui ne peuvent pas fonctionner pendant 24 heures sur 7. Les rendre disponibles de sorte à ce que ça puisse faciliter la circulation des capitaux, comme c'est le cas pour les retours sur investissement. Et aujourd'hui, on voit que les portefeuilles au détail sont aujourd'hui accessibles, de sorte à ce qu'on puisse identifier ceux qui les utilisent à travers le monde. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas pour les flux commerciaux. Les banques fonctionnent à travers le système connaître son client. Donc, on se pose des questions à savoir comment on peut créer, n'est-ce pas, le KYC, le connaître son client.
qui est une chose très importante parce que ça permettra d'assurer un flux plus facile et plus rapide des capitaux. Et un autre aspect lié à l'interopérabilité, c'est qu'il y a un aspect qui n'est pas bien assuré, c'est la capacité de pouvoir transférer des fonds d'un portefeuille vers un autre wallet. Et donc, on se dit que ce serait bon d'interconnecter, par exemple, un PESA dans le système PAPS, de sorte à ce que, à travers une action directe ou à travers un fournisseur, les transactions soient assurées de manière fluide. Y parvenir permettra ainsi de créer l'interopérabilité entre les wallets ou les portefeuilles électroniques à travers le continent, et ça permet ainsi de pouvoir passer du niveau détaillé, le niveau du détail, à un niveau plus élevé d'échanges commerciaux. Et comme on l'a dit, on se sent très à l'aise à le faire avec l'argent physique, mais on ne le sent pas à l'aise avec les fonds institutionnels. Donc il y a lieu de réfléchir maintenant à combler ce fossé institutionnel, l'interopérabilité. Effectivement, c'est un mot qui est revenu à plusieurs reprises lorsque Marc est intervenu. Je sais que vous avez aussi quelque chose à dire à cette assistance en ce qui concerne l'interopérabilité, pour qu'on puisse avoir une idée de la manière dont vous pensez qu'on peut rendre le fonctionnement plus fluide et plus efficace. Voilà, merci. Je fais chorus avec ce qu'a dit mon cher ami. Vous savez, quand on parle de changements structurels, ceci peut être très utile pour l'avenir de l'Afrique que nous appelons tous de nos voeux. Et il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent en ce moment à nous. Mastercard, aujourd'hui, n'est pas non seulement obsédé par le flux de capitaux, mais aussi nous voulons aussi accueillir les échanges entre banques et aussi même les actifs cryptographiques. Et il y a lieu de reconnaître aussi l'opportunité de pouvoir réglementer la crypto, et c'est une opportunité qui s'offre au continent, et j'invite ainsi les décideurs politiques de pouvoir aussi s'approprier, n'est-ce pas, ces choses pour en tirer parti. Au niveau des Mastercard, nous travaillons en collaboration avec les gouvernements pour pouvoir retracer les origines des transactions réalisées à travers la crypto-monnaie, de sorte à ce que ça puisse être même intégré à leur écosystème. En parlant aussi des opportunités qui s'offrent au continent dans l'espace de crédit, surtout la mise à disposition du crédit, comme ça a été indiqué tantôt, il nous faut croire à cette tendance qu'on appelle les données ouvertes, de sorte à ce que ce soit une réalité pour les finances ouvertes aussi, de sorte à ce qu'on puisse se doter d'une ligne directrice dans ce sens. Cela permet de partager facilement les données pour que le système soit compétitif, non seulement pour les échanges entre les banques, mais aussi entre les clients et les acteurs. Parce qu'à ce jour, ce n'est pas encore le cas. Et ça permettra, ce faisant, de rendre leurs actions les rendre plus compétitifs dans leurs actions, que ce soit à travers les actions d'assurance ou encore à travers les banques classiques. Donc il faut que l'action soit impulsée par les décideurs politiques, n'est-ce pas, en s'appropriant ces concepts pour en tirer parti. Et plutôt, je pense que ça se fait parce que c'est possible, parce que ça a été fait en Europe et ça peut être possible ici. Et en le faisant, ça permettra d'accroître l'accès au crédit et de débloquer les goulots d'étranglement auxquels sont confrontés les PME et mieux contribuer ainsi au PIB. Merci infiniment, Marc. Alors, quand on parle des banques au détail, on parle aussi de ces flux de capitaux. Selon vous, comment est-ce que cette technologie peut, n'est-ce pas, attirer encore plus d'acteurs au marché au niveau local? Alors, je veux saluer mon frère et soutenir ce qui a été dit parce que c'est très difficile de parler de ALP, Link, et ça a été lancé de manière assez formidable d'ailleurs, c'est à saluer. Alors, vous voyez, grâce à de tels systèmes, on peut faciliter le flux des capitaux. Et je suis d'accord avec Max à ce niveau.
Aujourd'hui, c'est seulement 2% du crédit qui est satisfait à l'échelle du continent. Et ça ne permet pas d'aller très vite. Et quand on prend le marché des capitaux aujourd'hui et les échanges qui ont cours dans l'espace, ce qui ressort comme l'un des leviers en matière de tendance, c'est la préférence, voilà, qui est beaucoup plus axée sur le privé que le public. Et c'est l'une des choses structurelles qui a lieu dans les échanges aujourd'hui. Parfois, quand on en parle, il y a très peu... non, on en parle très peu, mais aussi, il faut dire que la technologie permet de faciliter le volume des transactions et ça rend ainsi les choses plus faciles pour le marché public. Le fait, non seulement, c'est de donner l'accès aux capitaux publics, mais aussi aux capitaux privés. Et cela, bien sûr, nous introduit dans le débat des crédits aussi. Parce que ça permet d'assurer des échanges plus durables et d'accroître l'impact. Et ceci est rendu possible que par les technologies. Quand on prend un pays comme le Nigeria, on a près de 18 millions de lignes de téléphoniques avec des milliers et des milliers d'acteurs. Mais quand on le compare à 100 000 d'acteurs qui interviennent au détail, vous savez, le gap, le fossé est énorme parce que l'espace est détenu par les compagnies de télécommunications. Donc comment parvenir maintenant à combler ce fossé? Et cela, bien sûr, le fait permet de donner l'accès aux PME, notamment à l'accès au financement et aussi de renforcer le marché des capitaux. Et ça, c'est un aspect important que je voulais aborder. Le deuxième aspect, c'est la technologie. L'une des choses que nous avons fait en 2020, c'est que vous serez surpris de voir que la plupart des marchés sur le continent, n'est-ce pas, les choses se font de manière manuelle, il faut appeler les gens, il faut utiliser un système manuel, ça prend du temps. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser ce système pour faciliter l'ouverture de compte à travers simplement 5 clics? Et c'est l'une des choses que nous essayons de faciliter aujourd'hui. Permettre aux gens, à partir de leur téléphone, grâce à 5-6 clics, d'ouvrir un compte et aussi de pouvoir faire la circulation des capitaux et effectuer les opérations. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous devons pouvoir faire. Y parvenir, ça permettra d'accélérer surtout l'arrivée des capitaux dans notre espace. Merci infiniment. Maintenant, nous allons passer à Liu. Quels sont vos avis sur le sujet, sur les marchés des capitaux ou les services financiers, les services financiers? Eh bien, il faut dire qu'au niveau du groupe IFC, il faut dire que nous avons une équipe qui intervient surtout dans les services financiers consultatifs et nous mettons l'ancrage de nos actions sur le numérique. Et pour moi, ce qui peut changer l'Afrique, c'est que il faut comprendre qu'alors que nous sommes confrontés à ces défis, il y a des technologies qui sont disponibles qui peuvent nous permettre d'aller plus vite. Et beaucoup de pays sont parvenus à le faire d'ailleurs. Donnez-moi l'occasion de vous donner quelques chiffres qui découlent des technologies financières. L'année dernière, le niveau de bancarisation est monté de 21% à 40%. Ça, c'est dans l'ensemble. Mais quand on prend les services financiers mobiles, ça a connu une hausse de 34 à 55% pour l'Afrique, ne serait-ce que pour l'année 2021. Mais si on prend 2 années plus tard, il faut dire que c'est beaucoup plus énorme. Et les choses vont très vite. Et ce qui rend cela possible, c'est que les téléphones permettent une connectivité plus facile. Et ça, c'est phénoménal. Voilà. Tout ce qui a été fait en 20 ans par le passé peut se faire en Afrique en seulement 10 ans ou 5 ans. On commence avec le paiement, on a commencé les commandes, mais nous voulons maintenant créer un espace plus opérationnel. Et aujourd'hui, vous serez surpris de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce sens qui sont opérationnels en Afrique et qui interviennent à travers le monde. Et grâce à ça, on arrive facilement à pénétrer les économies. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons connaître tout le monde, depuis le producteur agricole jusqu'au plus haut niveau. Et le fait,
c'est parvenir à accélérer beaucoup de choses sur le continent africain. Alors, pour finir avec un exemple assez intéressant, je me rappelle en 2006 ou 2007, j'étais à Washington DC et je menais un projet sur l'Afrique et il y avait un agent chinois qui était basé dans une banque de la Chine. Donc, on est allé à Lomé dans un bureau pour leur poser la question de savoir ce qu'ils pensent des banques en Afrique. Ils ont dit, mais c'est plus avancé en Afrique qu'en Chine. Vous voyez, ça c'était en 2006. Et aujourd'hui, quand on voit la manière dont tout a été automatisé en Chine, de 2006 à maintenant, c'est extraordinaire. Il n'y a plus de barrières. Vous êtes assis quelque part avec votre téléphone et vous manipulez seulement des codes et les choses se font. Donc pour moi, ce sont des opportunités qui s'offrent aussi à l'Afrique à travers ces systèmes financiers que nous voulons mettre en place. Et grâce à ces acteurs aussi tels que les Mastercard, les IDF et autres, si on les met à profit, on peut vraiment aller beaucoup, beaucoup plus vite. Alors, donc, avec ces données qui montrent le niveau d'utilisation très élevé des téléphones pour les services financiers, selon vous, est-ce qu'on peut mener des actions pour assurer un flux plus facile de ces capitaux? Eh bien, je crois que quand on entend ce que l'un des panélistes a dit, notamment la nécessité d'harmoniser les cadres juridiques et réglementaires, ça a l'air simple, mais pour moi, c'est très complexe parce que l'harmonisation ne se fait pas seulement au plus bas niveau. Il faut faire en sorte que tout le monde passe au niveau supérieur, sinon ça risque de ne pas fonctionner. Et je sais que au niveau de l'île Maurice, nous avons connu beaucoup d'efforts de la part de la ZLECAf, pas mal de mesures d'accompagnement ont été initiés pour que nous puissions réagir positivement. Et aujourd'hui, on a près de... sur les 35 pays, il y a 10 qui sont, on va dire, listés en boost. Donc pour moi, il y a beaucoup à faire pour pouvoir amener tous les autres pays à passer de l'autre côté. Autrement, je pense que Marc l'a dit, aujourd'hui, il nous faut être conformes aux normes très élevées. Nous tenir à ces normes élevées reste une question complexe. D'ailleurs, la question de KYC, l'identification de notre client, est aussi un autre gros défi. Donc, il est question de surtout œuvrer en étant conforme aux normes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc, c'est vrai, ça va prendre beaucoup de temps en matière d'harmonisation, mais il faut y aller. Et donc, pour moi, c'est là où se trouve le plus gros, on va dire, blocus. L'autre défi, c'est que quand on parle de technologie, nous devons aussi faire une part belle à la sécurité, notamment la cybersécurité. Nous sommes tous aujourd'hui objets des attaques, des cyberattaques. Et vous savez, quand on connecte les systèmes, cela vient encore grossir le problème parce que tous les participants sont assujettis à la même norme, à la même technologie et donc sont confrontés à un niveau de risque plus élevé. Donc pour moi, la cybersécurité n'est pas à négliger, cela doit être pris en compte en parallèle avec le développement des technologies. Il y a pas mal de débats qui ont lieu en ce moment sur l'interopérabilité, mais il faut garder à l'esprit que je ne sais pas combien de gens participent aux actions de l'approbation des budgets technologiques, mais ça reste un domaine où il y a de grosses dépenses de capitaux qui ont cours. Et ça reste un défi quand on parle de mise à l'échelle de la technologie également. Donc les défis sont énormes, mais ils restent surmontables et nous devons nous y prendre maintenant pour pouvoir atteindre le sommet. Et comme Aram l'a dit tantôt, la cybersécurité est un sujet important. Il y a même un baromètre africain qui a été mis en place à ce niveau
pour faciliter les actions des institutions financières et aussi promouvoir la cybersécurité. Et voilà, on voit Mastercard qui intervient aussi grâce à leur marché de capitaux. Et on essaye, n'est-ce pas, de mener des actions pour que ces infrastructures dans lesquelles nous devons davantage investir soient sécurisées. Merci infiniment et je voudrais maintenant aborder mon dernier point qui est la coopération. Alors, selon vous, quel est le rôle des banques centrales et de l'autorité de contrôle assure? Marc, parce que quand on parlait de cela, vous avez parlé surtout d'un manque à ce niveau. Et c'est un problème qui doit, une fois réglé, peut développer les marchés. Et cela ne peut pas se faire sans les banques centrales pour pouvoir faciliter l'échange des devises. Par exemple, le dollar et nos différentes devises. Alors, je voudrais poser cette question. Est-ce que vous pensez que la tokenisation des ressources minières peut se faire avec l'appui des banques centrales et ainsi donner plus de confiance aux acteurs dans ce domaine? Parce qu'aujourd'hui, on voit que la plupart des acteurs en Afrique ont pris peur et on a même aujourd'hui un manque de disponibilité de dollars qui freine les transactions commerciales en Afrique. Voilà, merci infiniment. Je crois que c'est la tokenisation des actifs numérique est une question très importante et je pense qu'il y a certaines banques centrales dans la région qui travaillent déjà sur les devises stables, les cryptos. Voilà, il y a le INRA qui existe et aussi les cryptos stables également. Et au niveau du Kenya, nous travaillons avec une structure qu'on appelle ENGN. Je ne sais pas si vous connaissez la structure, pas sûr, mais il faut dire que ça existe et il y a beaucoup de volonté. Et effectivement, nous parlons d'interopérabilité. Et oui, si on parvient à connecter les banques centrales au PAPS, par exemple, ça va donner un résultat très intéressant, surtout à l'avenir. Et en matière de tokenisation, il faut dire que c'est un espace très intéressant. Comme vous avez indiqué tantôt, la plupart des pays africains sont bénis en termes de ressources naturelles, en matière de pétrole, de gaz et tout ça. Et cela, bien sûr, joue dans tout ce dont parlait Kémy. Ça reste un moyen très important d'apprécier l'avenir des finances en Afrique. Et à ce jour, à travers le monde, ce système. Vous savez, les finances évoluent très vite au fil des années. Et donc, le fait en Afrique, ça permettra de réinventer le flux des capitaux au sein de la région à travers un système numérique plutôt que de recourir au SWIFT ou encore d'autres options classiques et historiques. Donc pour moi, la tokenisation reste un moyen d'y parvenir. Imaginez un monde où, par exemple, les Nigériens, la production de pétrole nigérien se voit tokenisée. Une partie est tokenisée et qui permet à ce que cela soit rendu disponible sur la bourse nigériane pour permettre aux investisseurs de taille de mener aussi des actions. Vous voyez? Donc ce token reste un moyen par lequel vous pouvez acheter. Mais ça reste un moyen, un mécanisme de paiement. Et pour moi, le faire ainsi, ça permet de changer la donne. Ça permet de lever un peu la dépendance au dollar. Et vous voyez, lorsque ce problème de dépendance est réglé, on peut maintenant utiliser ce qu'on appelle le barrel ou dollar. Ça permet de lever toutes ces barrières et d'avancer. C'est vrai, je le dis sous mon angle personnel, mais de tels actifs, oui, parce que ce sont des actifs, ne peuvent pas fonctionner sans associer, bien sûr, les banques centrales. Donc, vous savez, ce sont des choses qui sont très intéressantes dans le contexte africain. Et ça permet ainsi de ouvrir la voie pour bien d'autres systèmes de paiement
Alors, vous avez parlé aussi de la coopération. Et qu'en est-il maintenant de plaidoyer? Vous savez, je voudrais rebondir sur ce que Marc a dit tout à l'heure. Vous savez, il existe, à vrai dire, une nouvelle classe d'investisseurs qui émerge, surtout dans la zone d'Afrique de l'Ouest. La plupart des cas de succès enregistrés en Afrique sont endossés à la jeune population africaine. Et cette nouvelle classe de personnes dont je parle ne parle plus le langage des produits financiers classiques. Vous parlez des parts, des obligations, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler, mais ils ne s'intéressent pas. Mais quand on parle d'actifs numériques, eh bien, ils comprennent ce langage. Vous voyez, maintenant, il s'agit de comment emballer votre projet classique de sorte à ce qu'ils parlent un langage qui leur est accessible. Vous voyez, c'est comme si vous étiez en train de le dire, ça c'est une barre de barrique de pétrole, mais qui est présentée à cette jeunesse avec un langage qui leur est accessible. Par exemple, dans mon monde, l'une des choses que nous voyons, c'est qu'il y a un manque criard d'idées. Et c'est d'ailleurs ce qui constitue la barrière quant à savoir si les régulateurs... Ce qui est d'ailleurs le problème pour les régulateurs, c'est qu'il y a un manque de volonté, un manque de compréhension pour pouvoir cerner et s'approprier ces nouvelles options et ces nouveaux outils qui s'offrent à nous. Et ce qui soumet le marché des capitaux à de gros stress, à de grosses pressions. Et la plupart de ces plateformes de capitaux ont émergé à l'insu même de ces institutions, de ce pouvoir public. Et donc, il y a lieu de mener des actions pour les amener à s'en approprier et aussi à faciliter un partage des ressources. Alors, donc, si on parle de la tokenisation, ce sont des questions très complexes. Look, I have to be very diplomatic here because... Merci. Je dois être assez diplomate parce que si vous voulez que quelqu'un soit à la tête, il faut établir, gérer ce partenariat. Je travaille avec beaucoup de financiers dans le secteur en Europe et également à l'échelle mondiale. Je pense que l'économie croît grâce à l'innovation, entrepreneuriat et autres. Et il y a le potentiel pour les effets indésirables. Et il faut trouver un équilibre. Cela revient aux agences de réglementation. Souvent, il faut arrêter le processus quand c'est nécessaire, parce que le potentiel existe. Et des personnes qui n'en ont aucune culture peuvent être abusées. Et honnêtement, je pense que la crypto, ce n'est pas quelque chose que je vais envisager aujourd'hui parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc, il faut un équilibre entre la protection de l'innovation et également la protection du public en général et également protéger les investisseurs. C'est essentiel. De tout temps, les agences de régulation essaient de voir comment ils peuvent œuvrer comme il se doit. Par exemple, lorsque je suis arrivé dans cette région, j'ai rencontré des responsables du Banque mondiale, Banque centrale, et nous avons échangé. Le message était clair. La question, c'était par rapport aux services financiers. La seule banque centrale produisait la monnaie électronique pour telco et fintechs. Et c'est après, en fait, ils n'étaient pas à l'aise parce qu'ils n'ont pas suffisamment compris que dans le temps, l'éducation et le partenariat également, les choses sont allées au beau fixe. Souvent, lorsque vous, en tant que client, vous allez au service de crédit, on vous dit non, il y a un problème avec ce client. Vous vous demandez, mais pourquoi moi? Donc, il faut envisager les deux perspectives de la médaille. Souvent,
Si nous ne pouvons pas arrêter ce progrès, mais la technologie va tout bouleverser, faire des changements. Il y a une réelle évolution des réalités. Aujourd'hui, il est plus facile et aisé pour les personnes de le faire. J'ai commencé à payer mes factures il y a 6 mois avec Wave. Vous savez pourquoi? Parce que je ne veux pas aller envoyer mon chauffeur aller payer une facture ici. Je peux le faire dans le média et sans payer quoi que ce soit. Et c'est possible au Sénégal et autres. Ce n'est pas de la folie, mais ça vous dire que la concurrence a permis de réduire les coûts de paiement de 3% à 1%. C'est une épargne énorme pour les personnes qui font des transferts d'argent et cela leur coûte souvent 10% de tous les montants transférés. Donc voilà les avantages, entre autres. Et le gouvernement voit les avantages et également les agences de régulation, tout cela au profit du public, du grand public. Et cela permet aux gens de se déployer et voir ce qui leur convient. Je voudrais renchérir l'opportunité de mouvement vers le système numérique. En fait, cela permet de réduire le coût des transactions de façon vraiment importante. Et c'est une proposition viable parce que les pays peuvent taxer ces transactions parce que si vous payez, par exemple, le cas de quelque chose du côté du gouvernement, en fait, cela peut permettre d'améliorer ces situations au niveau du pays lorsque les gens vont décider d'adopter ces modes de paiement. Oui. 5 minutes. Vous avez chacun 1 minute. Alors, là où on en est, quels sont les facteurs qui vont définir le mouvement des capitaux pour la prochaine décennie? Je commence avec vous, Marc. Oui, il y a 2 Marc, oui, le plus proche. Je pense que du point de vue de Mastercard, nous devrons comprendre que l'inclusion financière, le fait de permettre aux jeunes d'embrasser tout cela, les PME, l'aspect prudentiel, en fait, ce qu'il faut, c'est de mettre l'accent sur l'économie, la distribution et l'expérience client. Merci, Marc. Maintenant, Alio, votre perspective, s'il vous plaît. Quels sont les facteurs qui vont définir le mouvement des capitaux? Oui, en fait, vraiment, c'est simple. Au cours de 20 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Et je pense que nous avons des leçons à apprendre et ce sont des choses qui sont réalisables. Lorsque nous prenons les services financiers en général, les paiements et également la question de sécurité, je pense que la collaboration, la technologie et également les échanges entre les différents acteurs de l'écosystème, je pense que nous allons aller plus vite que espérer. Oui, alors, Alain. Je prends en compte le thème de la conférence, avoir beaucoup plus de champions africains. Et nous devrons faire en sorte que notre chaîne de valeur soit bien analysée. Il y aura des outils qui vont favoriser cette situation, mais l'écosystème doit fonctionner. Alors, en parallèle, nous pourrons trouver les solutions pour faire avancer les choses. Et cela doit être fait de façon synchronisée. Il ne faut pas prendre en compte un seul aspect et ensuite, de l'autre côté, d'abord le paiement et ensuite le mouvement des biens et services. Marc, j'endosse tout ce qui a été dit tantôt.
Et ce que je peux dire, c'est que cela peut coûter beaucoup d'argent, mais en fait, nous pensons qu'il faut financer la construction des ports, également des routes et également des chemins de fer. Nous pensons que la digitalisation, la numérisation est essentielle. Il en est de même pour les biens physiques, la vérification des documents qui sont impliqués. Ces réseaux permettront de disposer des systèmes automatiques. En fait, il ne faut pas penser seulement penser aux infrastructures physiques seulement, mais également numériques. Tout cela permettra d'avancer de façon sérieuse. Je voudrais renchérir. En fait, ici, je pense que nous provenons du même domaine. Mais en fait, l'autre panel a parlé du marché unique. Ça, c'est une bonne idée, mais je pense que nous devons reconnaître que tout ce que nous faisons prend en compte les différents acteurs. Mais en fait, nous voyons des solutions nationales qui émergent ça et là, et il faut résoudre des questions au niveau des pays de façon individuelle. Donc, il faut voir entre ce qui se passe en haut et sur le terrain. Parce que si vous n'essayez pas d'amoindrir les choses, il sera difficile de passer à l'échelle. Merci à vous, Marc Alain Alliot et Marc encore. Et nous sommes très heureux d'avoir eu ces échanges avec vous. J'espère que... Peut-être une seule question. Une question publique. Vous avez droit à une seule question, oui. Une main levée. Merci. Je suis du Nigeria, M. Adigbe. Une digression. Temi parlait de penser grand et passer à l'acte. Mais en fait, c'est une digression parce qu'avec la zone de libre-échange avec l'Afrique, il est plus difficile de voyager en Afrique par rapport à l'Europe. Si nous n'essayons pas de briser les barrières physiques, je ne sais pas comment est-ce que tout ce que nous sommes en train de dire pourra être effectif en Afrique. Si les leaders peuvent se rassembler pour réfléchir sur l'existence de la zone de libre-échange par rapport aux devises. Par exemple, que ce soit concernant le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, Rwanda ou Mali, si nous avons une même monnaie comme l'euro, le dollar aux États-Unis, je pense que cela pourrait aider parce que c'est un fait. Ce n'est pas possible, mais en fait, il faut penser grand et passer à l'acte. Donc, je ne sais pas, c'est dans quelle direction nous devons œuvrer. Merci. Vous voulez répondre à la première question, Aliou? En fait, j'ai utilisé ce terme, cette expression. Mais en fait, voilà, c'est un message que je lance. Et je vais citer un autre mentor. Il a dit, rien ne se passe du jour au lendemain de façon extraordinaire. Cela demande du temps. Et je comprends l'impatience, mais c'est comme ça que les choses fonctionnent. Votre ambition doit être assez grande. Par exemple, vous avez un résultat de 10 et vous voulez atteindre 100. Vous savez que si j'atteins 50, comme on l'a dit, visez le plus haut. Donc, cela doit impliquer le gouvernement, les banques centrales, les structures de coordination et autres. Donc, encore une fois, la question de l'équilibre par rapport à la réalité. Il faut pousser les gens à aller au-delà du possible, faire mieux qu'ils ne font habituellement. C'est mieux que de marcher, d'évoluer à vue, naviguer à vue sans aucun plan. Merci. Cela met fin
à ce panel. Je voudrais remercier le public, également les panélistes, d'avoir accepté de partager leur vision qui est plus optimiste qu'on aurait pensé. Il s'agit d'œuvrer pour que cela soit possible. Merci encore une fois.